exos quand même solides, donc on va y regarder. J'ai pris ceux-là parce que même si tu les as déjà fait, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. On fait 2-3 trucs avant et ensuite on part sur les exos en prenant le temps de bien tout faire pour que tu comprennes chaque étape parce que c'est ça qui compte. Mais il faut voir que c'est quand même des exos de niveau de personnes qui ont déjà bien compris le truc. Donc c'est quand même des exos solides. Mais comme ça risque d'être des choses que tu peux avoir au test, on va bosser ça tranquillement. Alors la première chose qu'on va faire, c'est regarder le lien entre le graphique et les valeurs des fonctions et des dérivés avec ce petit exo-là. Donc ici, on nous a tracé en bleu la courbe d'une fonction f, et on a tracé différentes tangentes, un peu partout là, en rouge. Donc à chaque fois, c'est les tangentes, le point il est mis en noir, et la tangente elle est en rouge. Avec ça, est-ce que tu peux lire graphiquement la valeur de f de moins 4 ? Et comment tu fais ça ? Comment tu trouves la valeur ? La valeur, c'est moins 1. Ouais, t'as fait ça comment ? Par rapport à la courbe. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais pour aller lire f de moins 4 ? Je regarde le point de la courbe qui passe par moins 4. Ouais, ça veut dire quoi qu'il passe par moins 4 ? Parce que moins 4, je l'ai par ici aussi, là. Moins 3, moins 4. Et c'est juste de me l'expliquer. La réponse, elle est juste. Je veux juste que tu essaies de me l'expliquer. Parce qu'en me l'expliquant, ça te permet d'avoir les mots quand tu as besoin de rédiger aussi. Donc, moins 4, c'est quoi ici ? C'est un X ou un Y ? X. Ok. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu te places en moins 4 sur l'axe des X. Et ensuite ? On regarde l'ordonnée du point qui passe par moins 4. Ouais, alors qu'il passe par moins 4, ça me gêne un peu. Mais, ok. On se met en l'abscisse moins 4. On regarde l'ordonnée du point d'abscisse moins 4. Parce que passer par moins 4, vu que les points, il y a toujours deux coordonnées, moins 4, si tu ne me donnes pas la deuxième coordonnée, tu ne passes pas par ce point-là, parce qu'il n'existe pas ce point-là. Donc, c'est le point ici, c'est les coordonnées de ce point-là qui sont moins 4, moins 1. Donc ça, c'est x, ça, c'est y. Et comme c'est un point de la courbe, y, c'est f de x. Ça va ? Ouais, ça va. Ok, moins 1. Si on veut lire f de 3, là, ça fait 1. ouais, ça fait 1. Bon, ça, c'était les deux versions faciles. Maintenant, moi, je veux savoir les dérivés. Ça, c'est moins facile. Alors, f' de moins 3 et f' de 6. Alors, commençons avec f' de moins 3. Comment est-ce que tu peux lire graphiquement le nombre dérivé de f en moins 3 ? C'est pas la même chose. C'est pas le même principe. Pas tout à fait, non. Alors, le fait de commencer en se mettant en moins 3, ça oui, puisque là, ça c'est aussi un x, donc c'est x égale moins 3. On se place en moins 3, ça, il n'y a pas de problème. Je suis ici. Mais comment je vais aller lire le nombre dérivé ? Puisqu'ici, en bleu, c'est juste la courbe de ma fonction. Donc ça, c'est f, et moi, je veux f'. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Les tangentes. Ouais. Alors, ici, on va regarder f2. Pareil, on se place en moins 3, on trace l'axe vertical, là, comme on fait d'habitude, et on s'aperçoit qu'il y a un point d'intersection avec la courbe ici, et qu'on a la tangente à cette courbe. Donc, on a la tangente, c'est la droite rouge qui est là, je vais la surligner, juste comme ça, on le verra bien. C'est celle-là. Et qu'est-ce que je fais avec cette tangente pour pouvoir trouver la valeur de f de moins 3 ? F', pardon, de moins 3. Qu'est-ce que je fais avec cette tangente ? À quoi correspond ce nombre-là ?
Le point où la tangente touche la courbe. Non, parce que ça c'est bien. Si tu lis ce truc-là, ça c'est f de moins 3. Moi j'ai besoin de la dérivée. Alors, si tu te rappelles, la semaine dernière, quand j'ai introduit la dérivée, je suis revenu à la définition de base du nombre dérivé. J'ai dit le nombre dérivé de la fonction f en d'un certain point, c'est blablabla de la tangente. C'était quoi de la tangente? Et c'est cette définition-là qui nous permet de dire ensuite, si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Le nombre dérivé. C'est la pente. Exactement, c'est la pente, c'est bien. Et comment est-ce que je lis la pente de cette droite? Donc là, c'est le bon truc. Hein. Donc le point de départ, c'est ça, c'est de dire ok, c'est la pente. Donc ça, c'est la pente de la tangente à la courbe C de f en x égale moins 3. Donc cette tangente, c'est celle que j'ai surlignée en jaune. Et maintenant, je veux lire la pente. La pente, c'est le coefficient directeur, hein, c'est la même chose. Comment est-ce que je calcule ou comment est-ce que je lis la pente de cette tangente? Est-ce que tu t'en rappelles? Comment tu calcules le coefficient directeur de cette droite? Je sais plus. Ok. Alors là, on a deux approches. Une approche qui est purement mathématique et où il n'y a pas besoin de comprendre grand-chose. On prend deux points, par exemple ce point-là, un autre point qui tombe bien, qu'on puisse bien le lire. Donc je vais prendre ces deux points-là. Donc celui-là, on a dit les coordonnées de celui-là, c'est moins 3, 3. Et les coordonnées de celui-là, par exemple, c'est... je vais pas choisir un truc super, là. Hop, je vais prendre un autre, je vais prendre celui-là, qui tombe aussi sur un point d'intersection de trucs, moins 2, 5. Donc ici, j'ai moins 2, 5. D'accord, donc j'ai deux points, moins 2, 5, et moins 3, 3. Avec ça, je vais pouvoir calculer le coefficient directeur. Donc, on va utiliser la formule pour le calculer, on va voir ça de suite. La deuxième approche, c'est de se rappeler ce que c'est la pente. La pente, c'est de combien je monte si je suis positif, descends si je suis négatif, en y, quand je me déplace de 1 en x. Donc x, c'est dans ce sens-là. Se déplacer de plus 1 en x, ça veut dire que je me décale ici d'un carreau, de deux carreaux ici, pardon. Donc si je pars de ce point, que je me déplace de 1 en x, t'es d'accord, ça revient à faire ça? Ouais? Oui. Ok. De combien je me suis déplacé en y? Donc là, j'ai fait plus 1 ici. J'ai fait plus combien en y? 2. Plus 2. Ok. Donc ma pente ici, c'est 2. Ça, c'est la définition. Alors là, ça tombe bien parce que quand je me déplace de 1, je tombe pile poil sur quelque chose. Il faut faire attention, quand je me déplace de 1 et que je tombe pas pile poil, je ne peux pas faire une approximation. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est si je me déplace, par exemple, de 2 ou 3, de combien je me suis déplacé, pour essayer d'avoir des valeurs justes. Comme ça, après, on en déduit. À la fin, ça revient à faire la division de ce qui s'est passé en Y par rapport à ce qui s'est passé en X. Et c'est pour ça que ça revient à regarder, quand je me déplace de 1 en X, de combien je me suis déplacé. Ici, de 2. Donc la valeur, c'est 2. La façon de le faire, c'est qui marche toujours. Et là, peu importe si ça tombe juste ou pas juste, parce que là, graphiquement, ça tombe juste, donc il n'y a pas de problème. C'est de regarder les coordonnées ici. Je vais reprendre la valeur. Si j'ai deux points, x1, y1, et x2, y2, bon, tu vas voir la formule, tu l'as déjà vue. Hein. Le coefficient ici, directeur, c'est y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. D'accord? Donc si on applique ça à ce que j'ai noté là-haut, on va retrouver notre valeur 2 sans problème. D'accord? Je prends y2,
Bon, alors, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change rien, d'accord? Là, j'ai mis des lettres au hasard, donc je peux prendre celui-là comme Y1 et celui-là, enfin comme X1, Y1 et celui-là comme X2, Y2 ou l'inverse, ça ne changera rien. Ce qui est important, c'est que je garde le sens, d'accord? Le 2, il est là, le 2, il est là. J'aurais pu, c'est égal aussi hein, à Y1 moins Y2 sur X1 moins X2. Le sens importe peu du moment que tu gardes le même en haut et en bas, sinon tu vas te tromper de signe. Donc ça fait 3 moins 5 divisé par moins 3 moins 2. Ça fait donc moins 2 en haut, et en bas, ça fait moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc ça fait bien 2. Est-ce que tu te rappelles de cette formule? Tu as déjà vu? Ouais, j'ai déjà vu plein de fois. Ok, d'accord, parfait. Donc ce que ça dit, ce truc-là, hein, si on regarde ce que c'est, Y2 moins Y1, c'est la coordonnée en Y ici moins celle d'ici. Bon, qu'on prenne le premier ou pas, encore une fois, ça n'a pas de sens, ça on s'en fout. Quand je fais la différence entre les deux, je mesure cette longueur-là. Et quand je fais la différence en X, je mesure cette longueur-là. Donc je suis en train de diviser la longueur en Y par la longueur en X. Et donc comme tout ça c'est proportionnel, vu que c'est une droite, c'est pour ça que ça revient à regarder de combien je monte ou descends quand je me déplace de 1. Donc ce qu'il faut retenir, c'est simplement, on mesure ici, on fait le ratio entre ce qui se passe en Y et ce qui se passe en X. Et comme ça, on obtient notre pente. OK? Donc là, le point important, c'est celui qui il est revenu, et c'est bien qu'il soit revenu. Quand on veut regarder graphiquement la dérivée en un point, on va chercher la pente de la tangente. Et pour calculer la pente, on fait le coefficient directeur. Si je fais la même chose en 6, qu'est-ce que ça me donne f' de 6? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette tangente? Quand on avance de 1, ça fait 0,5. Comment tu as trouvé ça? Bah, je fais comme, je fais pareil. Ouais, donc on se met en x égale 6, on regarde le point ici, on regarde la tangente et on cherche le coefficient directeur de la tangente. Donc la tangente, c'est... Ah, j'ai pris l'autre, ouais, j'ai pris celle au-dessus. T'as pris celle-là? Ouais. Celle qui est ici? Ok, donc ça c'est en 3. Ok, fais-y gaffe, hein. La tangente, c'est celle qui vient de toucher la courbe. Donc là, on est en 6, on touche la courbe ici, donc la tangente en 6, c'est bien celle-ci. Ouais. Ouais. Et du Bah coup, là, ça la fait pente de 0. celle-ci. Tout à fait, parfait. Ok, donc la dérivée qui est nulle, c'est partout où il y aura un minimum ou un maximum, la dérivée sera nulle. Ça ne marche pas dans l'autre sens, mais tu vois qu'ici, on est sur un minimum, la dérivée est nulle, parce que la fonction, elle est en train de changer de sens de variation. Donc, ici, sa dérivée, elle est négative. Ici, elle est positive. On va revoir ça juste après. Ça va? Donc Ouais. là, le point important, c'est retenir pente de la tangente. Et comment on calcule la pente. Je te remettrai ça dans l'email, hein, de toute façon. Alors, toujours le lien entre la fonction et la tangente, parce que ça, c'est un truc important à comprendre. Et j'ai vu que ça faisait partie des exos que tu m'avais envoyés. Donc ici, on nous donne deux courbes, C1 en rouge et C2 en bleu. Il y en a une, c'est la courbe de la fonction f, et l'autre, c'est la courbe de la dérivée. Et la question est toute simple, c'est quelle est la fonction, quelle est la dérivée parmi ces deux courbes? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Tu piges l'énoncé, c'est bon? Ou pas? Ouais. Ouais, on a deux courbes, Oh. l'une c'est la fonction, l'autre c'est la dérivée, et je veux savoir laquelle des deux, quelle courbe correspond à quelle fonction. Et Ouais. comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce que tu as besoin, c'est savoir qu'est-ce qui relie la fonction et la dérivée. Comment elles sont reliées les deux? Quel lien tu connais, en tout cas, ouais, entre les deux? Est-ce que tu connais un lien entre la fonction et la dérivée? Ouais. Alors, il y en a un quand même, on l'a vu au dernier cours.
À chaque fois, on utilise la dérivée pour regarder la croissance de la fonction. Quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante. Est-ce que tu te rappelles comment on déduit l'un de l'autre? Qu'est-ce qu'on sait de la dérivée qui nous permet de dire quelque chose sur la croissance de f? Son signe Ouais, exactement. Donc si f' est positive, qu'est-ce qu'on peut dire de f? est positif. Non, Oh, négatif. non, pas le signe. Là, ça c'est le signe de la dérivée. Et là, qu'est-ce qu'on va savoir de f? C'est pas son signe qu'on va connaître. Si elle est concave ou convexe. Non, ça c'est avec f seconde. Encore avant ça, on va connaître. Donc ici, on a le signe de f'. Et ici, on va voir les variations de f. Les variations, ça veut dire quoi? Enfin, elle est croissante et puis décroissante. Exactement. On la D'accord? reverse. Ouais. Alors, quand f' est positive, f est croissante. Et quand f' est négative, f est décroissante. Donc ça, c'est le lien qu'on va utiliser ici. Donc graphiquement, on va essayer de lire qui est positif pendant que l'autre est croissante, et inversement. Enfin, ou inversement. Donc on veut utiliser ce lien, regarder ce graphique, et dire bah, telle fonction c'est la dérivée, telle fonction c'est la fonction de base. Quoi. Telle courbe c'est la dérivée, telle courbe c'est la fonction. Sachant que tu as deux choix, hein. Soit c'est la bleue c'est f' et celle-là c'est f, soit c'est f et f'. D'après toi, et avec quelle justification, tu peux me dire que la dérivée, où est la dérivée, où est la fonction? En cherchant à regarder ce qui se passe ici, en effet. Tu comprends le truc ou pas? Ah non. Ok, très bien. Ici, on a deux courbes, donc ça, f', ok? À nous de trouver laquelle est f, laquelle est f'. La chose qu'on sait, et presque la seule chose qu'on sait quand on regarde graphiquement deux courbes, le lien entre f et f', c'est que si f' est positive, alors f est croissante. Donc il faut savoir regarder qu'est-ce que ça veut dire la croissance graphiquement et qu'est-ce que c'est la positivité graphiquement. Donc comme on n'a que deux choix possibles, soit la bleue c'est f et la rouge c'est f', soit la bleue c'est f' et la rouge c'est f. Donc, dans tous les cas, on va regarder une info, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, et on va regarder si ça correspond à l'autre courbe ou pas. Prenons un exemple. Dis-moi la courbe bleue, quand est-ce qu'elle est négative? Entre quelle et quelle valeur de x? 1, 2, Attends, vas-y, redis-moi. La courbe bleue, quand est-ce qu'elle est négative? Négative, hein. Attention. entre A et B. Voilà, exactement. Ok. Fais gaffe, hein, c'est l'erreur normale, hein, c'est classique de faire cette erreur, il n'y a pas de problème. La croissance, décroissance et négatif, positif, c'est deux choses vraiment différentes. Négatif, positif, quand tu regardes un graphique, c'est assez simple. Négatif, c'est en dessous de la courbe, en dessous de l'axe des abscisses. Positif, c'est au-dessus. Donc elle est négative pour ces valeurs-là. Autrement dit, elle est négative entre, en effet, A et B ou 2 et 3. Si cette fonction, c'est la dérivée, alors on serait dans le cas où elle est négative, ça voudrait dire que l'autre fonction, elle doit être décroissante. Est-ce que la fonction rouge, sur l'intervalle 2, 3, elle est décroissante? Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que, que la dérivée sur la courbe rouge. Exactement. La dérivée, c'est la courbe rouge. On va vérifier quand même. Pardon, la CF. Sur quel intervalle est-ce qu'elle est positive, la courbe rouge? De, À peu près, hein, parce que les valeurs ne tombent pas juste. de -3 à 0,5. Ouais.
Et puis, De 2,5. ouais, on ne sait pas combien, puisqu'on ne voit pas. Au moins 3, enfin vers 3. Ok, est-ce que sur cette zone-là, donc là, si ça c'est la dérivée, elle est positive. Si elle est positive, ça veut dire que la fonction, la courbe, donc l'autre courbe, la courbe bleue, doit être croissante. Est-ce que la fonction bleue, elle est bien croissante entre moins 3 et ce 0,5 à peu près? Elle est croissante. Elle est croissante, d'accord? Ensuite, elle est décroissante, jusqu'ici. Donc bien sur la partie où notre courbe rouge est négative. Et ensuite, elle est recroissante. Donc là, c'est positif, et la fonction, elle est là, elle est croissante. Donc là, on a bien le lien entre les deux qui fonctionne. Ok, donc ici, quand tu dois faire un truc comme ça, n'oublie pas qu'il n'y a que deux choix. Donc soit c'est l'une qui est la dérivée, l'autre la fonction, ou inversement. Donc il suffit que tu vérifies, tu en choisis une au hasard, tu regardes son signe, parce que c'est souvent plus facile de regarder le signe que la croissance, même si on pourrait regarder aussi la croissance ici, c'est pas vraiment... Mais le signe, c'est très très simple. Tu coupes par l'axe des abscisses, là c'est négatif, et là c'est positif. Donc c'est très facile de voir où c'est positif et négatif. On aurait pu choisir un négatif ici, par exemple. On regarde c'est négatif, là c'est décroissant, c'est bon, ça correspond, donc c'est les bonnes courbes. Ça va, tu le comprends le lien là? Ouais. 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 N'hésite pas, hein, si tu as des questions, tu me dis. Hein. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc ce qui est important ici, c'est signe de f' permet d'avoir les variations de f, et c'est une équivalence, donc ça marche dans les deux sens. Alors, on va quand même regarder celle-ci juste pour avoir la formule en tête. À l'aide du graphique, le but, ce serait de déterminer une équation de la tangente à la courbe f au point d'abscisse 1. Donc, on va tracer cette tangente déjà. On se met au point d'abscisse 1. On regarde la courbe de f, on a dit c'est la bleue, on est là, et on trace la tangente. Bon, la tangente, bon, je la trace juste pour avoir une idée ici, hein, ça ne va pas nous servir directement. Ça va ça? Ça va. Ouais, en vert, donc c'est la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse 1. Et on veut déterminer une équation de cette tangente. Est-ce que tu te rappelles de la formule? On l'a vu vite fait la semaine dernière. L'équation de la tangente à la courbe f en un point d'abscisse. Et ici, c'est 1. On a vu au point d'abscisse 1. C'est y égale quelque chose. Est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Si tu t'en rappelles pas, je te le refais. Donc, ça, non. Ouais, okay. Non, je sais pas. Non. La chose, je vais te le redécomposer après. Donc, ça va être f'. Donc, ici, on a un 1, donc ça va être 1. f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. La formule, c'est, si on l'écrit pour un point A, c'est f' de A fois x moins A plus f de A. Bon, l'idée, c'est que c'est une droite, ce truc-là. Comme c'est une droite, ça peut s'écrire ax plus b. Y égale ax plus b. La pente, c'est le A ici, le coefficient directeur. Et on a dit la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé en ce point-là. D'où ce truc-là. Ce qui multiplie x, tu vois qu'ici, quand je vais développer, la seule chose qui va multiplier x, donc qui va être ax, puis après le reste, c'est le nombre dérivé. C'est pour ça qu'on a le nombre dérivé ici et qu'on a x qui est là. Ensuite, on se simplifie un peu la vie. On prend x moins l'abscisse qu'on est en train de regarder. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que comme ça, quand on regarde la valeur de cette tangente pour x égale 1, donc au point où on est en train de regarder les choses, ce terme-là, ça fait 1 moins 1, et donc ça fait 0. Donc tout ça, ça saute. Et il nous reste un seul truc. Et ce seul truc, c'est la valeur qu'on a besoin ici pour être sur la courbe. Et sur la courbe en 1, ben, c'est f de 1. Je te renverrai le lien à la limite vers la vidéo. Mais je crois que je te l'ai mis la semaine dernière, le lien vers la vidéo où je l'explique ça tranquillement. Ouais, Ouais, c'est ça? Je te l'avais. Ouais, je l'ai. Ok, d'accord, nickel. Donc ça, c'est... Prends le temps juste de connaître la formule. En fait, il n'y a pas besoin forcément de comprendre ce que je suis en train de dire, mais même si c'est toujours plus simple pour retrouver les formules. Mais ce qui est important, c'est la formule ici. Et elle n'est pas si compliquée que ça quand tu as compris d'où elle sort. Hop. Donc c'est f'A, parce que ça, c'est la pente de la tangente. X moins A, parce que c'est X, c'est lui qui va nous permettre de faire que c'est la pente. X moins A, ça permet, quand X égale à A,
tout ce terme-là, il saute avec tout le début. Et quand on est en x égale a, il faut que notre droite, elle passe en f de a. C'est pour ça qu'ici, on a f de a. Donc là, on n'a plus qu'à appliquer ça ensuite à à l'équation, ce qu'on voit ici, sachant que f de 1, il vaut combien ici, graphiquement? Il vaut 2. Ouais, il vaut 2. F' de 1, il vaut combien? Moins 2 et demi. Non. Comment tu le lis? Où est-ce que tu le lis plutôt? Ici, tu as deux façons. Soit tu essayes de lire ce que moi j'ai fait avec la tangente, soit tu as directement la courbe de la fonction f' ici. Donc si tu as la courbe de la fonction f', si tu dois lire f' de 1, ça vaut combien? Je t'entends pas, donc je ne sais pas si tu me parles ou si tu réfléchis. Non, je réfléchis. Ok. On doit tracer la tangente. Alors, tu n'es pas obligé ici, parce que tu as directement la courbe de la fonction f'. La courbe rouge, on a dit, c'est la fonction f'. Donc si c'est directement la fonction f' et que tu veux lire f' de 1, tu fais exactement comme quand tu vas calculer, quand tu vas lire f de 1, mais avec la courbe de f'. Moins 1. Moins 1, directement. On peut sinon le lire avec la tangente que moi j'ai tracée, là, en vert. Ok, on est là. Alors, comme ça, c'est de l'à peu près, ben, ça ne peut pas être juste. C'est pour ça qu'on va utiliser cette valeur et non pas le dessin que j'ai fait. Mais si je me déplace, je pars de ce point-là, je me déplace de 1 en x, et je regarde de combien je suis descendu. Ici, je suis descendu de 1. Donc ma pente, elle est bien de moins 1. Ouais? Ouais. Ok. Mais ici, tu peux faire beaucoup plus simple, puisque tu as la courbe de la fonction. Tu peux juste aller lire la valeur grâce à cette courbe. F' de 1, je me place en 1, je vais sur la courbe F', je lis, et là j'ai F' de 1. Ouais? Donc ici, on utilise la formule qu'on connaît ou qu'on s'est retrouvé. F' de 1, x moins 1, f de 1, y égale ça. Et donc l'équation de la tangente, je remplace simplement par les valeurs. Et ici, j'obtiens donc moins 1 fois x moins 1 plus 2. Bon, ça, on peut le développer, le réduire, juste pour le principe. Hop. Ça, c'est la même chose que y égale. Donc ici, si on développe ça, qu'est-ce qu'on obtient? Moins 1 x plus 1. Ouais, plus 2 ensuite. Donc au final, on a quoi? X plus 3. Moins x plus 3, tout à fait. Donc l'équation de la tangente que j'ai tracée en vert ici, c'est y égale moins x plus 3. Ouais? Ok, bon, ça c'était pour remettre cette formule en tête et surtout faire le lien entre fonction et dérivée graphiquement, parce que j'ai vu qu'il y avait des exos où on te le demandait, donc autant qu'on le bosse. Alors ça, on va le faire. Il est quoi? 11 Non, on va plutôt commencer par celui-là. Alors ça, c'est assez classique. C'est-à-dire qu'on prend une fonction et puis on va décider de l'aire de quelque chose en fonction d'un point. C'est quelque chose que... Tu les as fait, ces exos, ou pas? Non, j'ai pas fait. Ok, très bien. Alors, toujours, je vais insister à chaque fois qu'on va faire un exo un peu plus compliqué que ce qu'on a fait jusque-là. La base, c'est de bien comprendre l'énoncé, toujours. Donc il faut prendre le temps de bien piger l'énoncé. Donc, bon, une entreprise est chargée par l'Office du tourisme d'une station de ski de la conception d'un panneau publicitaire ayant la forme d'une piste de ski. Ok, jusque-là, pas de problème. Ça, c'est juste le contexte du problème. C'est ce qui nous permettra à la toute fin de dire on revient au problème parce qu'il y a un contexte. Après, on va faire des maths.
Le profil de cette piste est modélisé dans un repère par la courbe représentative C de la fonction f sur l'intervalle 0,2. On peut directement voir qu'on a déjà 0,2 ici, par la fonction qui est ici. Donc la fonction, je vais la renoter, c'est exponentielle moins x carré. Ça va? Ouais. On est d'accord, c'est la fonction qu'on a représentée ici, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Donc c'est la courbe, ce qu'on te dit ici, hein. Cette courbe C est tracée dans le repère orthonormal d'origine O ci-dessous. Donc globalement, on a ça. On voit ici qu'il va y avoir un truc avec ça, avec ce point-là et ce point-là. Et on connaît la courbe, la fonction qui est associée à ça. Donc c'est y égale E de moins x carré, et il n'y a pas de sur 2, donc moins x carré simplement. Ok. Afin de donner des informations sur la station, une zone rectangulaire ONMP, donc là on va chercher sur le dessin ONMP, rectangulaire, d'accord, ça c'est une information importante, est insérée sur le panneau publicitaire. D'accord, donc le panneau de pub, c'est la forme là, hop. Et puis nous, il va y avoir cette zone-là qui nous intéresse plus qu'autre chose, puisque c'est là où ils vont mettre les infos. Tout ça, c'est clair pour toi? Ouais. Nickel. Alors, point, on prend chacune des infos importantes. M appartient à la courbe C. Ça va nous donner des infos. N appartient à l'axe des abscisses. P appartient à l'axe des ordonnées. Ok? Donc si on regarde, N il est là, P il est là, bon, O c'est l'origine, donc là il n'y a pas de problème. Et M, on nous dit, ça appartient à la courbe. Qu'est-ce qu'on peut dire quand un point appartient à la courbe? Qu'est-ce qu'on sait de ses coordonnées? Par exemple, je prends un point ici, je sais que son abscisse c'est X, qu'est-ce que je peux dire de son ordonnée? À quoi elle est égale? L'ordonnée de Y et tout. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut Y ici? Alors ça c'est Y, c'est son ordonnée générale, mais comme c'est un point de la courbe, on peut dire que Y égale quelque chose. On doit inventer un point. Je prends ce point-là. Il y a un seul point qui est sur la courbe de la fonction f et qui a pour abscisse x. Et je veux les coordonnées juste de ce point-là. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Y. Alors, y c'est général. Quand tu mets ça, ça peut être n'importe quelle valeur. Mais en fait, il y a une valeur bien précise ici, puisque j'ai Y x. de X. Ça veut dire quoi y de x? Euh, C'est je lié au sais fait, pas. ouais. C'est lié au fait qu'on est sur cette courbe, et cette courbe, c'est la courbe de la fonction f. Donc y vaut quelque chose de spécifique ici, en fonction de x. Alors regarde, si je fais ça, quelle est la valeur que je vais lire en y en faisant ça? Quelle valeur je lis ici, en fonction de x? Ok, attends, bouge pas. C'est F le de x. X. Ouais, exactement. Bon, bah voilà, je n'ai même pas besoin de te réexpliquer. C'est top. F de x. Ok. Bon, peut-être tu me l'avais déjà dit, mais je n'ai pas entendu avant, hein. Non, non, je viens de le dire. Ok. Pardon, un point de la courbe f de x, il a toujours les coordonnées sous cette forme-là. C'est toujours x, f de x. Et ça, c'est important, parce que ça te permet d'avoir une information importante, sachant que f de x, ici, tu le connais. Donc ça, c'est la forme x, et f, c'est la fonction qu'on nous a donnée au-dessus. Donc le point M, il laisse les coordonnées. Alors si x, alors bouge pas, parce que juste après, on nous dit... alors, est-ce que c'est bien noté quelque part ici? Comment exprimer pour tout réel x l'intervalle 0,2? Ah, il manque une info ici, attends. Où l'info? Ah oui, il y a un truc bizarre dans l'énoncé, tiens, je n'avais pas fait attention.
Bon, ça c'est toujours vrai. C'est dans n'importe quel point, enfin, comme ça plutôt. Quelle que soit la fonction f, si tu prends un point de sa courbe, s'il a pour abscisse x, son ordonnée c'est f de x. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on va lire à chaque fois la valeur. Si là j'avais eu 3, ben là je lis f de 3. Donc ça c'est OK. Notre job ici, nous, ça va être de regarder l'aire de ce panneau ici. Comment on calcule l'aire de ce rectangle? OK. De façon générale, comment on calcule l'aire d'un rectangle comme celui-là? La longueur fois largeur fois hauteur. Non, longueur fois Il n'y largeur. en a que deux. Ouais, longueur fois largeur. Et donc ici, en termes des lettres, c'est quoi longueur fois largeur, par exemple? Alors, PM fois MN. Ouais, par exemple. Hop, fois mn. OK. Donc quand on va vouloir calculer l'aire de ce truc-là, on a besoin de PM fois mn. PM, c'est ça. C'est aussi ça, hein, c'est pareil. Et mn, c'est ça, donc c'est aussi ça. Ouais, ça va? Ça, OK. Alors, étonnamment, les abscisses. Bon, il est étonnamment mal tourné l'énoncé, je n'avais pas fait attention à ça. C'est pas grave. Bon, il y a un truc qu'ils oublient de dire, c'est que c'est ça qu'on va appeler x. D'accord, cette longueur-là. Autrement dit, on va dire que le point n, il est d'abscisse x et d'ordonnée 0. Ça va? ouais. OK. Comme ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut faire. Hop. Le point m, c'est ce qu'on a dit juste avant, puisqu'il appartient à la courbe et qu'il a la même abscisse que n, il est d'abscisse x et d'ordonnée f de x, autrement dit, exponentielle de moins x carré. Du coup, que vaut la longueur ON ici? Ça, c'est l'origine, hein, donc c'est 0, 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de la longueur ON? Ou PM, c'est le même. Qu'elle est égale à PM. Ouais, et par rapport à x, ça vaut combien? Que là, on va étudier par rapport à x. On va faire bouger ce point n là, et puis on va regarder à chaque fois, si j'avais le point n ici, tu vois, mon rectangle, il serait comme ça. Si j'ai le point n ici, hop, mon rectangle, il est comme ça. Et mon job, c'est de regarder par rapport à cette abscisse ici, quelle va être l'aire de ce truc-là. Donc j'ai besoin de savoir quelle est la longueur ici en fonction de x. Combien vaut cette longueur? Ça dépend de l'endroit de X. Et du coup, si tu me la donnes en fonction de x, si x vaut 2, combien vaut la longueur? Si c'était x égale 2, combien vaudrait cette longueur? Si le point x, il était là. Combien vaudrait la longueur là? 2. Ouais. Si x vaut 1, elle vaut combien la longueur? 1. Si x vaut x, elle vaut combien la longueur? X. Exactement. OK. Donc là, on passe Alors, en mode... ON est égal à X. Oui, c'est ça, exactement. Tu m'avais déjà dit? Non, je sais pas. OK, OK. Donc là, on généralise. Donc on peut prendre des valeurs pour avoir une idée. Hop. On se dit, ah oui, si x est 2, ça vaut 2. Si x est 1, ça vaut 1. Donc si x est x, bah, ça vaut x en fait. Ça vaut exactement la valeur de là où on a positionné x. Donc c'est la distance entre cette abscisse qui vaut 0 et cette abscisse qui vaut x. Donc ça, c'est bien x. Et si on regarde cette hauteur-là, combien va valoir du coup si on réfléchit de la même façon? C'est égal à Y. Et il vaut combien y ici? Il est un peu plus spécifique que ça. Ouais, il vaut quelque chose. Vas-y, redis-moi, je n'ai pas entendu. Ouais, je sais pas ce qu'il vaut. Alors, tu dois regarder l'écart entre l'ordonnée qui est ici et l'ordonnée qui est ici. Donc, l'ordonnée d'en bas, c'est combien ici? On est sur quelle ordonnée, ça?
Tous les points de cette droite, ils ont quelle valeur d'ordonnée? Ou ce point-là, si tu veux. Il a quelle ordonnée? Il a M en ordonnée. Non. Alors, si on regarde ce point-là, ses coordonnées, c'est ça. Donc, son ordonnée, c'est combien? Son ordonnée, c'est Y. Mais là, elle vaut quelque chose de bien spécifique. Ce point-là. Si je regarde le point N, son ordonnée, c'est pas juste Y, c'est une valeur ici. Le point N, quand on va le placer, on va toujours le placer. 0,5. Non. Quand tu donnes les coordonnées d'un point, par exemple comme ça, XA, c'est l'abscisse du point A, YA, c'est l'ordonnée du point A. Ça, ouais, c'est OK? Ouais. Donc, mon point N, il a pour coordonnée X0. Combien vaut son ordonnée? Y0. 0 tout court. Ouais. Ou Y égale 0 si tu veux, mais c'est 0. C'est-à-dire que le point N, il va se déplacer. Quand X va bouger, il va se déplacer, mais il va toujours se déplacer sur cet axe-là. Donc N, il peut être là, il peut être là, il peut être là. C'est ce qu'on va regarder. On va essayer de chercher sa position là, par rapport à un certain critère. Par contre, il ne pourra jamais être ici. Parce qu'on veut que son ordonnée, ça soit 0. D'accord? C'est quand on dit N appartient à l'axe des abscisses, on est en train de dire son ordonnée, c'est toujours 0. Ça va? Ouais. Ok. Donc ici, l'ordonnée de n'importe quel point ici, c'est 0. Et l'ordonnée de ce point-là, c'est combien du coup? D'après ce qui est écrit sous tes yeux. 0 aussi. Alors, si c'était 0, son ordonnée, il serait ici. Ah non, 0,5. Alors, il sort d'où ton 0? Ah, Alors, oui, oui. Parce que tu lis cette valeur-là, c'est ça? ouais. Alors c'est la Ok. moitié. Ouais. Mais te fie pas au dessin. Le dessin, c'est juste une représentation possible. Parce que je pourrais être ici, par exemple. Si j'avais pris X ici, je serais ici. Alors, je vais insister sur ça après. Alors. Ce point-là, il a quelles coordonnées? D'après ce qu'on a écrit. Quelles sont les coordonnées du point M? X. X à 0. Et Non. Alors, du point M. X en abscisse et en ordonnée. Y. Non, non. On a été plus spécifique que ça. X exponentielle, je sais pas quoi. Ouais, exponentielle moins x carré. On a dit ce point M, il est défini comme étant le point d'abscisse. La même chose qu'ici, donc x. Et d'ordonnée, pour trouver son ordonnée, on a dit le point M, il est sur la courbe de la fonction f ici. La fonction f, c'est exponentielle moins x carré. Comme il est sur cette courbe, il a pour coordonnée x, f de x. Et comme f de x, c'est ce truc-là, sa coordonnée en y, c'est ça. Autrement dit, son ordonnée, c'est exponentielle moins x carré. Si x, il est là, bah, ça sera exponentielle moins x carré avec une valeur de x différente. Si x, il est là, pareil. Ouais. Ouais. Alors, maintenant, j'ai deux points ici. Un qui est d'ordonnée 0, l'autre qui est d'ordonnée exponentielle de moins x carré. Et j'aimerais trouver la distance entre les deux ici, ou la longueur de ce truc-là, en fonction de x. Qu'est-ce qu'elle va valoir la distance? Je peux répéter. Ouais. Donc je connais les coordonnées de ce point M, les coordonnées de ce point N. Ils ont la même abscisse. Par contre, il y en a un qui a cette ordonnée-là et l'autre qui a l'ordonnée 0. Et avec ça, j'aimerais connaître la longueur qui est ici entre M et N. C'est la différence entre exponentielle de 1x et 0. Ouais, et donc ça fait combien? Donc la différence entre exponentielle moins x carré et 0, ça s'écrit comme ça. Et donc ça vaut combien? Moins exponentielle de moins x au carré. C'est sûr? Comme ça?
Sors d'où celui-là? Non, non, c'est 0, c'est 0. Non, non, non. Fais un truc simple. Tu as un truc et tu lui enlèves rien. Ah, c'est positif. Voilà. Il reste juste le truc du départ. D'accord? Si mon point M, il avait pour ordonnée 2, et là 0, j'aurais 2. S'il avait 3, j'aurais 3. S'il avait 4, j'aurais 4. Parce que c'est la distance entre ces deux points. Là, c'est 0, c'est la ligne avec 0. Si là, c'est 4, bah, entre les deux, j'ai 4. Si mon point M, il a pour ordonner un truc qui dépend de x, bah, ma distance, elle va dépendre de ce truc-là. Donc exponentielle moins x carré. Exponentielle moins x carré. OK? Ok. Bon, le truc important, c'est que quand tu es sur un exo comme ça, il faut que tu te fies pas au dessin. D'accord? Te fie pas aux valeurs que tu lis. Par exemple, ici, un 2000, là, comme tu me disais tout à l'heure. Ne te fie pas à ça parce que c'est foireux. Parce qu'ici, on est en train de prendre un cas particulier et d'utiliser ce cas particulier pour faire quelque chose de plus général. Dans ce qu'on est en train de faire dans l'exercice, même si ce n'est pas super bien explicité dans l'énoncé, c'est on va regarder quand cette valeur ici, autrement dit, quand je fais bouger le point n entre 0 et 2, je vais regarder ce qui se passe pour l'aire de mon rectangle ici. C'est-à-dire que si n il était là, mon rectangle il serait défini comme ça. Ça c'est clair? Ouais. De la même façon, si n je le mettais ici, mon rectangle, ça serait celui-là. Puisqu'à chaque fois, je remonte jusqu'au point qui est sur la courbe, et puis je fais un rectangle. Donc le dessin qui est ici, c'est juste un cas particulier de x qui vaut quelque chose qui est ici. Donc 1 étant là, bah, c'est à peu près 0,8, mais ça, on s'en fout en fait. On ne veut pas des valeurs spécifiques, on veut étudier en fonction de x, on va étudier l'aire de ce rectangle. Donc on va créer une fonction de x qui va nous donner l'aire du rectangle. Pour ça, j'ai besoin de l'aire du rectangle, on a dit c'est ça fois ça, longueur fois largeur. J'ai besoin donc de savoir quelle est cette longueur en fonction de x, puisqu'ici, le point 0, il est toujours là, et qu'ici, l'abscisse, c'est x, cette longueur, c'est x. De la même façon, puisqu'ici, l'abscisse, l'ordonnée, c'est toujours 0, et l'ordonnée du point qui est au-dessus de lui, c'est toujours e de moins x carré, puisque c'est toujours un point qui appartient à la courbe, la distance entre les deux, c'est e de moins x carré. Donc je connais ma longueur en fonction de x, ma largeur en fonction de x, donc je peux en déduire l'aire en fonction de x. Donc ici, si j'appelle a de x, cette fonction r, combien va valoir l'aire en fonction de x, l'aire de ce rectangle ici? L'air, ça dépend de la position des x. Justement, donne-le-moi en fonction de x. Quand je dis en fonction de x, ça veut dire que ça va être une formule où il y a du x dedans. Et si je sais que x vaut 2, bah, je remplacerai x par 2 et ça me donnera l'aire. Moi, je vais l'écrire de façon générale en fonction de x. Égal à x. Alors, x, c'est juste cette longueur-là. Tu m'as dit C'est pour calculer l'aire, il faut faire Pm fois Mn. exponentielle de moins x. Alors, vas-y, donne-moi la formule complète. Non, en fait, je vais juste te redonner les infos que tu m'as données. Hop. Attends, parce que du coup, je vais maintenant. Hop. En reprenant les infos qu'on a vues. Donc, tu m'as dit l'aire, c'est égal à Pm fois Mn. Quand on a regardé tout ça, on a dit, alors, bon, Pm, c'est la même chose que On, et ça vaut x. Donc, Pm égale x. Encore si x, c'est l'abscisse du point N, alors Pm égale x. De la même façon, Mn, c'est la longueur qui est ici. On a dit si le point N, il a pour abscisse x, le point M, il a pour abscisse x aussi, et puis il a pour ordonnée E de x machin. Donc, Mn égale ça. T'es d'accord? Ouais. Donc, ce qu'on fait ici, c'est on regarde géométriquement comment on calcule l'aire. Ensuite, on regarde pour chacun des termes qu'on a dans cette formule combien ça vaut en fonction de la position x. Donc, la position x, c'est la position du point M. Et donc, on a deux formules en fonction de, enfin, pour les deux valeurs, elles dépendent de x. Donc maintenant, ce que je veux, c'est mixer ça pour obtenir une formule qui dépend de x et qui me permet de calculer l'aire. Si tu utilises ça là, enfin ça, combien vaut l'aire en fonction de x?
X fois exponentielle de moins x au carré. Exactement. Donc ça, c'est l'aire en fonction de x. C'est-à-dire, quelle que soit la position que tu vas choisir pour n, tu pourras toujours calculer l'aire du rectangle qui est associé par cette formule-là, où x, ça sera l'abscisse du point n. Donc en fait, tu as généralisé un problème où tu pourrais prendre des valeurs spécifiques et puis regarder, mais tu le généralises, et donc tu es capable d'avoir une fonction qui te donne cette aire-là, en fonction de x, x étant cette longueur-là. Et celle-là, ça revient toujours, comme on disait tout à l'heure, hein, ça revient toujours jusqu'à la courbe. Donc si x est plus petit, on est là. Si on devient un tout petit, ça devient un rectangle tout allongé ici, ou bien tout allongé ici. Ouais? C'est un peu plus clair? Oui. Ouais. Donc ça, c'était exprimé pour tout réel x de l'intervalle 0,2, l'aire AX en unité d'aire de la zone rectangulaire ONMP. Donc l'aire, elle est donnée par ça. On part du fait qu'on sait le calculer géométriquement et on regarde chacune des longueurs qui apparaît ici, combien elle vaut en fonction de x. Donc, la première longueur, c'est la différence entre les deux abscisses ici, puisqu'on est sur le même truc, sachant qu'ici c'était l'origine, bah, c'est directement l'abscisse de n. Même chose ici, cette longueur-là, c'est la différence entre les deux ordonnées cette fois-ci, ce qui se passe en y là-haut et ce qui se passe en y ici. Ici, comme c'est un point de la courbe, c'est f de x, l'ordonnée. Et ici, c'était 0. Donc on fait la différence entre les deux, il reste que celui-là. Maintenant qu'on sait ça, on veut déterminer la position du point M sur la courbe C, pour laquelle l'aire du rectangle est maximum. Donc on cherche à savoir où est-ce qu'il va être positionné celui-là, autrement dit, quelle abscisse on va avoir pour ce point, pour que l'aire de ce rectangle soit maximale. La question, elle est claire? Non. Ok. Sur le fait que quand on déplace x, par exemple si je mets x ici, on est d'accord que ça fait ce rectangle-là? Ouais. Ou si je le mets là, ça fait ce rectangle-là. Donc ce rectangle-là, il n'a pas la même aire que ce rectangle-là. Ça, c'est OK? Ouais. Donc notre job ici, grâce à la fonction qu'on a trouvée, qui nous donne l'aire en fonction de x, qui varie entre ces deux valeurs, c'est de trouver quelle est la valeur de x pour laquelle l'aire de ce rectangle est maximale. Donc on cherche à avoir le rectangle avec la plus grande surface. C'est un peu plus clair? Oui. Donc pour ça, on va étudier la fonction qu'on a regardée. Et on va chercher le maximum de cette fonction. Si on regarde ce qui se passe quand x égale 0, bah quand x égale 0, le rectangle il est tout plat, il est là. Donc son aire, elle vaut combien là? 0. Ouais. Et quand on est en 2, même chose. Elle va valoir 0. Donc entre les deux, bah, elle vaut 0. Si on regarde ce qui se passe pour la fonction, ici elle vaut 0. Là on est en 2, elle vaut 0. Donc il y a des chances qu'elle fasse quelque chose comme ça au milieu. Hop. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le point là-haut où l'aire va être maximale. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est donc toute la mise en place du problème. Maintenant, l'idée, c'est étudier cette fonction pour trouver son maximum. Donc ça va ressembler beaucoup plus à ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc je reprends ma fonction. A de x égale x exponentielle moins x carré. Alors, on va réutiliser tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Comment est-ce que, donc ici ce qui nous intéresse c'est l'intervalle 0,2, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver le maximum de cette fonction? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour trouver le maximum de cette fonction? Alors on cherche la valeur maximum. Ouais, et tu fais ça comment? Comment tu peux trouver le maximum? Qu'est-ce qui se passe au niveau du maximum? Ou comment habituellement on arrive à le faire, à le trouver? Quand on cherche un maximum,
Donc, quand il y a un maximum, en tout cas, ce qui se passe, c'est que les valeurs, elles montent avant, et ensuite, elles décroissent, elles descendent. Et cet endroit-là, on peut dire c'est un maximum. Ouais. Ouais. Si je le faisais avec un minimum, ça serait dans l'autre sens. C'est-à-dire la fonction, elle est décroissante, et puis elle est croissante. Si on a ça, ici, il y a bien un minimum. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de savoir quand est-ce que cette fonction, elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante. Le point. Et du coup, on va trouver ce point-là. Ouais. Ouais. Alors, comment on sait si une fonction elle est croissante et décroissante? Qu'est-ce qu'on utilise? On refait le lien avec ce qu'on a fait un peu graphiquement tout à l'heure. Son signe. Le signe de... Attention. Non. De A. Non. Pas Alors, on X. veut les... on veut les variations de la fonction A. Et on va regarder le signe de... C'est le lien qu'on a fait avec le graphique tout à l'heure, qu'on a utilisé avec le graphique tout à l'heure. On regardait le signe d'un truc, et ça nous permettait de dire les variations de la fonction. Alors, rappelle-toi dans quel chapitre on est, et ça devrait revenir. On est dans le chapitre des... Dérivé. Ok. De A' de X. Exactement. Alors, c'est essentiellement à ça que nous servent les dérivés. Hein. La plupart du temps, en tout cas, c'est comme ça qu'on les utilise. On va dériver pour étudier le signe de la dérivée, et en connaissant le signe de la dérivée, on va pouvoir en déduire si la fonction est croissante ou décroissante. Alors, on va dériver ça. Donc là, on revient aux formules qu'on a revues la semaine dernière. Comment je peux dériver quelque chose comme ça? Quelle forme ça a, parmi ce que je connais, pour pouvoir la dériver? X, ça fait 1. Ouais, mais là, tu vas trop vite. Quelle forme elle a d'abord? C'est-à-dire, parmi ce qu'on sait... Vas-y, dis-moi. U fois V. Ah ouais, voilà. On va commencer avec ça. U fois V, d'accord? Surtout, ne cherche pas à aller vite. Ce qui est important, c'est de faire juste. U fois V. U, c'est quoi? V, c'est quoi? Donc, tu me dis, c'est une multiplication de deux fonctions, ce truc-là. Quelle est la première fonction? Quelle est la deuxième fonction? Ux, c'est 1. Ah, alors, dis-moi ce que c'est U, pour l'instant. Juste la fonction U. C'est X. Ouais. Et la fonction V? Exponentiellement 1 X carré. Tout à fait. Je t'ai dit, hein, je pose beaucoup de questions bêtes. Et donc, U', c'est quoi? Si U, c'est X, U', ça vaut... la dérivée de X. Tu me l'as dit tout à l'heure. C'est 1. C'est 1. Alors, plus compliqué, la dérivée d'exponentielle moins X carré. Comment est-ce que tu dérives exponentielle moins X carré? Ça change pas, non? Alors, qu'est-ce que c'est qui ne change pas avec l'exponentielle? C'est quand je dérive quoi que ça ne change pas? Il y a en effet un truc qui ne change pas ici. Qu'est-ce que je dois avoir en haut pour pas que ça change? C'est la fonction de base qui ne change pas. C'est quand tu prends juste l'exponentielle. C'est la seule qui ne change pas. Ça, parmi toutes les fonctions qui existent, c'est la seule fonction qui, quand tu la dérives, ne change pas. Mais il faut qu'il y ait x là-haut. Ici, j'ai pas x, j'ai moins x2. X carré. Ouais, Du coup, c'est moins 2x. alors, ça devient quoi, justement? Il est où le moins 2x? En exposant. Non.
et pas un exposant. Alors, ça veut dire que j'ai pas E de x, j'ai E d'une fonction. Alors, je ne vais pas l'appeler U comme on l'a juste au-dessus, si je veux pas te... E de f de x, par exemple. D'accord? J'ai remplacé mon x ici par une fonction. Quand je vais dériver ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce que tu t'en rappelles? On essaie de le voir là, la semaine dernière. Je l'avais écrit plutôt E de U comme ça. On dérive de moins x carré. Et on le met où? En fait, c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que j'obtiens à la fin? On va le dériver, le moins x carré, c'est vrai, mais on ne va pas le mettre en haut. C'est 2 exponentielles. Alors, dis-moi sur lui là. Si je dérive E de U, qu'est-ce que j'obtiens avec U une fonction? Hop, je vais te le refaire. Je te le refais rapidement. Ce qu'on a vu la fois dernière, c'est que quand on remplace, quand on a une formule qu'on connaît, par exemple x exposant n, quand je dérive ça, j'obtiens n xn-1. Ça, tu te rappelles? Ouais? Ou pas? Je t'entends pas du tout. Je sais pas si Ouais, je me rappelle. Moi, je me rappelle. Ok, d'accord. Donc quand on a ça, c'est la formule qu'on connaît, la formule avec x, la formule de base. Quand on remplace x par une fonction, u de x à l'exposant n, et qu'on le dérive, j'ai dit ce qui se passe, c'est que là où j'avais x, maintenant j'ai u de x. Donc je vais me retrouver avec la même chose, avec u de x, l'exposant n-1, et le n qui était devant. Donc la première chose, c'est que je reprends ma formule de base, je remplace x par ma fonction. Et comme j'avais une fonction ici, il faut ensuite que je vienne multiplier par la dérivée de cette fonction. Et ça marche quelle que soit la formule de départ. Donc ici, si je regarde cette formule de départ, que je remplace x par u de x, qu'est-ce que je vais obtenir à droite? La dérivée d'exponentielle u de x, ça va être égal à quoi? Si on applique le même protocole que ça. Non, c'est flou? Oui. Ok. Alors, je te le refais encore tranquillement avec une autre. Si je dérive, par exemple, 1 sur x. Quand je dérive 1 sur x, bon, je te passe le détail, mais on obtient moins 1 sur x carré. Donc la dérivée de la fonction 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Si à la place de dériver 1 sur x, je veux dériver 1 sur u de x, donc une fonction, je vais prendre la même formule que j'ai ici. À la place de x, je vais mettre u de x. Donc je vais obtenir moins 1 sur u de x carré. Et comme j'ai mis une fonction à la place de x, je vais multiplier par la dérivée. D'accord? Donc ça, si je connais ma formule de base, celle avec x, et que je veux utiliser cette formule avec non pas x, mais une fonction de x, je remplace ma fonction ici, je remplace ma fonction ici, et je viens multiplier par u' de x, par la dérivée. Ok? Si on essaie de faire ça ici, j'ai ma formule de base qui est ici, qui me dit que la dérivée de e de x, c'est e de x. Si maintenant je viens remplacer ce x par un u de x, qu'est-ce que j'obtiens de l'autre côté? Exponentielle u de x. Ouais, et ensuite, puisqu'on a remplacé x par u de x, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ça, c'était la première partie de la formule à chaque fois.
c'est j'applique la même chose mais avec u de x, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Deuxième partie de la formule. Je dérive. Je multiplie par la dérivée de la fonction qui est dedans, donc u de x. Ok? Donc j'applique ma formule avec u à la place de x, mais comme j'ai mis une fonction, il faut derrière que j'aille multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc si ici j'ai u de x, je dois venir ensuite multiplier par u' de x. C'est le fameux moins 2x dont tu m'as parlé. Ok? J'essaie d'appliquer cette formule à exponentielle moins x carré. Qu'est-ce que je vais obtenir du coup? Quand je dérive? Donc ici, u de x, il est égal à quoi? Moins x carré. Ok. Donc si je regarde, qu'est-ce que ça me donne? Exponentielle moins x carré. Fois moins 2x. Tout à fait. Exactement. Ok? Donc ça, pas de... Te stresse pas pour les dérivés. Ce qu'il faut, c'est en faire. Plus t'en fais, plus ça sera simple. C'est très, très, très mécanique, hein, les dérivés. Il faut que tu sois bien au courant des règles. Donc, quand il y a une addition, une soustraction, je traite mes trucs séparément. Quand c'est u fois v, je connais la dérivée. Quand c'est u sur v, je connais la dérivée. Si tu connais toutes les, c'est de la mécanique, hein, vraiment. Si tu connais tous les petits outils, au moment de faire le truc, il n'y a plus à réfléchir. Il y a juste à dire, OK, dans quelle situation est-ce que je suis? Est-ce que c'est une multiplication, une addition, un truc? OK, je répète ce que je sais faire, et c'est bête et méchant. Il n'y a pas de réflexion en soi. Il faut juste bien connaître les mécanismes. Donc, on en est à, j'ai ma fonction a, qui est de la forme u fois v. Quelle est la forme de la dérivée a' de x? Si a, c'est de la forme u fois v. Quelle est la dérivée de u fois v? Quelle est la formule pour la dérivée de u fois v? Est-ce que tu as une petite idée? Pas trop. Ah, c'est pas u prime v plus u v prime. Si, si. Ah ouais. On n'hésite pas, hein, dis-moi plein de bêtises, hein, s'il le faut, c'est pas grave. Prends l'habitude prends l'habitude de me dire quelque chose, même si tu n'es pas sûr, tu me le dis et on y réfléchit. C'est juste tant mieux, ça veut dire que tu avais déjà la bonne idée, ce qui était le cas ici. C'est faux, on réfléchit à pourquoi c'est faux et comment on peut éviter de le refaire. Il vaut mieux ça plutôt que de rester, parce que ça sera pareil le jour du contrôle. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire des choses. À partir du moment où tu essaies, tu peux regarder ce que tu as écrit et essayer de vérifier si, par rapport à ce que tu connais des maths, est-ce que c'est juste, pas juste. Donc là, c'est exactement ça. U fois V, quand on dérive U fois V, on obtient U' V plus UV' ou U' V plus V' U, mais c'est exactement la même chose. C'est juste comment toi tu l'as retenu, ça importe peu. Si j'avais U sur V, c'est quoi la formule pour U sur V, la dérivée? Ça ressemble un peu à ça. U prime v plus v prime sur Sûr? v Un peu plus. v prime. V carré. Et il y a une petite modif là. Là, c'est faux écrit comme ça. Il y a un truc qui change. C'est lui qui change. Moi, Ouais. U'V moins UV'. Donc on commence par le même. Par contre, on fait moins et on divise par V carré. Bon, ça, c'est de la formule. Hein. Une fois qu'à force de la traficoter et de l'utiliser, il n'y aura plus vraiment de soucis. Alors, je te remets les formules qu'on a trouvées. Et puis, maintenant qu'on a la forme écrite sous les yeux, on n'a plus qu'à remplacer U, V, U', V'. Qu'est-ce que ça me donne pour A' de x? Qu'est-ce que ça vaut U' fois V?
Qu'est-ce que ça vaut U' fois V? Qu'est-ce qui te bloque ici? Bah, ça vaut 1 fois exponentiellement 10 carré. Tout à fait. Et U fois V'? X fois exponentiellement 10 carré fois moins 2x. Tout à fait. OK? Donc c'est pour ça que j'insiste à chaque fois pour que on écrive la forme de la fonction. On prend le temps de regarder ce que c'est U, ce que c'est V. On prend le temps d'en déduire ce que c'est U', V'. On fait tout bien séparément. Ensuite, on prend le temps d'écrire ce qu'est la forme de la dérivée. Et ensuite, j'ai U' ici, il est là. OK, ça vaut 1, je remplace par 1. V, il est là, je remplace par ça. U, il est là, je remplace par ça. V', il est là, je remplace par ça. Comme ça, là, j'ai tout mon truc. Et ensuite, je travaille sur ce truc-là. Bon, une fois exponentielle moins x carré, ça fait exponentielle moins x carré. Et ce machin-là, ça vaut quoi? Quand je multiplie tout ça ensemble, qu'est-ce que je peux écrire? Bah, x et moins 2x, ça fait moins 3x. T'es sûr? C'est une Non, multiplication ici? on reste sur moins 2x. Non. Alors ça, on peut le réécrire, on peut mettre l'ordre qu'on veut. Ça, c'est vrai, Le, puisque c'est des le, multiplications. Donc. le 1, on peut l'enlever. Ouais. Donc le 1 du début, là, je l'enlève. Celui-là? Ouais. Ouais, celui-là, je l'ai enlevé, là. Hop, il n'est plus là. Et ici, bon, je peux mettre les choses dans l'ordre que je veux, parce qu'il n'y a que des multiplications. A fois B fois C, c'est égal à A fois C fois B, etc. Qu'est-ce que ça vaut, ça, quand je multiplie ces deux-là ensemble? Du coup, je peux même l'écrire dans l'autre sens. J'ai moins 2x et que je multiplie par x. Ça fait pas moins 3x. Ça veut dire moins 2 fois x fois x. Ça fait quoi ça, x fois x? X au carré. Ouais, tout à fait. D'accord? Donc ça, au final, ça fait quoi? Moins 2x au carré. Moins 2x carré. Donc moins 2x carré exponentielle de moins x carré. Ok? Tu vois le truc? Ouais. Comment je peux factoriser ici? Qu'est-ce que je peux mettre en facteur entre eux? X au carré. Tu voudrais mettre x au carré comme ça en facteur? Ouais, non, X tout court. Alors, l'un ou l'autre. Faisons, essayons. Alors, qu'est-ce que tu obtiens si tu mets x1 en facteur? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la parenthèse pour que ce soit égal? Moins 2x. Exponentielle de moins x. Ah, tu mets beaucoup de... Ok. Alors, attends, parce que là, tu vas t'embêter. Ici, ce qu'on doit regarder, c'est les blocs qui sont séparés par des additions ou des soustractions. Donc ici, j'ai deux blocs. Ceux-là, c'est bon, tu les vois bien? Ouais. Donc l'idée, quand on factorise, c'est d'essayer de trouver ce qui est commun entre ces différents blocs. Qu'est-ce qui est commun entre les deux blocs que j'ai ici? Dx. Plus gros que ça même. Il y a un truc complet qui est commun. Si je regarde les deux, qu'est-ce que je peux dire qui appartient aux deux blocs? Exponentielle. Ouais, toute l'exponentielle ici. Ça,
je le retrouve ici. Et entre ces trucs, ici, j'ai des multiplications partout. Donc là, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc je regarde ce qui est commun. Attention, quand je regarde ce qui est commun, je ne peux pas regarder juste x, parce que x, il n'est pas là-dedans, en fait. Parce qu'il faudrait, pour pouvoir le mettre en facteur, que j'ai quelque chose de la forme x fois quelque chose. Et là, x fois quelque chose. Alors là, j'ai bien x fois quelque chose, mais là, j'ai pas x fois quelque chose. J'ai tout ce truc-là. Ça, c'est un terme complet, qui est accroché à 1, si on veut, ou à rien du tout. Donc, j'ai pas x dans ce terme-là. Si je dois factoriser par x, je vais me retrouver embêté, parce que là, je vais avoir exponentielle moins x carré divisé par x. C'est le seul moyen de retomber sur ça. Et ça ne va pas du tout. Ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui est commun dans chacun des termes ici. En fait, quand je sépare par des additions et des soustractions, ce qui me reste dans chacun des termes, c'est des multiplications et des divisions. Ici, comme il y a un seul truc, il y a multiplié par 1 si on veut, mais il n'y a rien, quoi. Donc il n'y a que ce terme-là. Donc est-ce que ce terme, il existe dans le truc d'à côté? Oui, il est là. Donc ce que je dois faire, c'est factoriser par exponentielle moins x carré. Quand je factorise par ça, maintenant je prends le temps de faire les choses. J'avais deux termes au départ, avec une soustraction entre les deux. Ça veut dire que dans ma parenthèse, quand je vais factoriser, je vais retrouver deux termes avec une soustraction entre les deux. Ça, c'est OK? Ouais. Et la question qu'on doit se poser, c'est, pour ce premier terme, c'est par combien je dois multiplier exponentielle de moins x carré pour obtenir moins x carré. Donc par combien je dois multiplier celui-là pour obtenir celui-là? Par 1. Tout à fait. Par 1. J'ai dit, ça c'était mon premier bloc. J'ai obtenu mon premier bloc. Je mets un signe moins. Moins. Par combien je dois multiplier moins x carré, qui est ici, pour obtenir 2x carré exponentielle de moins x carré. 2x carré. Tout à fait. Et là, ma factorisation, elle est propre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je redéveloppe ce terme-là, je retombe sur ce que j'ai là-haut. Exponentielle moins x carré fois 1, ça fait le premier terme. Moins exponentielle moins x carré fois 2x carré, ça fait le deuxième terme. Ça va? Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que ce qu'on avait dit l'autre fois, c'est que dès qu'on va vouloir étudier le signe d'une dérivée, c'est beaucoup plus simple d'étudier quelque chose qui est sous la forme d'un produit, d'une multiplication ou d'une division, que sous la forme d'une soustraction, parce que ça, c'est très compliqué à étudier sous cette forme-là. Par contre, dès qu'on va avoir que des multiplications ou des divisions, on sait qu'un truc positif fois un truc positif, ça fait un truc positif. On sait qu'un truc négatif fois positif, ça fait négatif, etc. Donc si on sait étudier chacun des termes, on pourra dire à la fin, ma dérivée, elle est de tel signe. Ouais? Ouais. Ici, quel signe ça a? Exponentielle moins x carré. C'est positif. C'est toujours positif, tout à fait. C'est l'exponentielle de quelque chose. C'est toujours positif. Ça veut dire que le signe de la dérivée ici, il va être dépendant que du signe de ce morceau-là. Puisque ça, c'est positif, donc ça ne viendra pas empêcher, ça ne viendra pas changer le signe. C'est OK, ça? C'est clair ou c'est pas trop clair? Non, c'est clair. OK, parfait. Donc, on va étudier le signe de celui-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est signe de 1 moins 2x carré. Comment est-ce que je peux trouver le signe de ce truc-là? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver le signe? Il faut remplacer x. Alors, si tu essayes de remplacer x, tu essayes de trouver valeur par valeur si ça va être positif ou négatif. Et moi, j'aimerais savoir sur l'intervalle, sur tout l'intervalle 0,2. Là, j'ai 1, là, j'ai 2, là, j'ai 0. D'accord? Sur tout cet intervalle-là, moi, j'ai besoin, suivant les valeurs de x, de savoir directement si ce truc-là, c'est positif ou négatif. Donc, comment je peux savoir si un truc à cette tête-là, il est positif ou négatif? Parce que si tu prends une valeur de x, tu vas dire, bon, bah, là, il est positif, par exemple. Puis une autre, là, il est négatif. Mais ça ne te dit pas ce qui se passe entre les deux. Par contre, il y a des points intéressants.
c'est que quand tu es ni positif ni négatif, ou que tu passes de positif à négatif, ou de négatif à positif, tu es obligé d'être égal à combien à un moment? Quand tu n'es ni positif ni négatif. Ça veut dire que tu es égal à quoi? On est nul. Tu es nul, exactement. D'accord? Donc ça, c'est souvent le point de départ. Alors ici, on peut le faire autrement, puisque ça, c'est un polynôme de degré 2, on pourrait faire delta. Mais delta, qu'est-ce qu'il te sert à faire? Delta, il sert à trouver les valeurs de x pour lesquelles c'est nul. Donc c'est exactement ça. Alors pourquoi on cherche ça? Je te le redis. Ici, on cherche le signe, donc on cherche à savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Si on sait quand est-ce que c'est nul, on sait quand est-ce que potentiellement on change de signe. Ça veut dire qu'en dehors des points où on est nul, ben on est soit positif, soit négatif. Si j'essaie de résoudre cette équation, qu'est-ce que j'obtiens? Ou comment je résous cette équation? Qu'est-ce qu'on fait habituellement pour résoudre une équation? On fait la même opération de chaque côté. Ouais. Donc ici. Mon job, c'est d'arriver à x égale quelque chose. Faut séparer les x. Ouais. Donc qu'est-ce qui me reste? Ou comment je fais? Donc on veut séparer ce truc qui est avec du x de ce truc-là. On enlève -1. On fait Ouais, -1 de chaque côté. tout à fait. Donc qu'est-ce qui me reste? En 2x carré. Et à droite? -1. Ok. Ensuite, je veux garder que lui pour l'instant. Quelle opération je dois faire pour virer ce morceau-là? Alors, -1 sur 2. De l'autre côté, ça donne -1 sur 2. Ah, ok. Ouais. Alors, alors, si j'ai -1 sur 2 ici, qu'est-ce qu'il me reste ici? X carré. Non. Non. Alors, quelle opération tu as fait pour passer de là à là? Si tu regardes, tu es passé de -1 à -1 sur 2. Donc l'opération, c'est quoi ici? Divisé par 2. Ok. Si je divise ça par 2, qu'est-ce qui me reste? J'ai -2x carré, je divise par 2. -1 x carré. Tout à Moins fait. x carré. Moins x carré. Ok? Donc, fais-y gaffe, hein, parce que là, l'idée, elle était bonne, parce que ici, ce qu'il faut voir, c'est que ce -2x carré, c'est -2 fois x carré. Donc, tu as le choix, soit tu divises par 2 puis par -1, ou tu multiplies par -1 après, soit tu divises directement par -2. Si tu divises directement par -2, tu as -1 sur -2. Ça fait 1 demi et pas -1,5. Et ici, tu aurais bien fait sauter le -2. Si tu as -1,5 à droite, tu es obligé d'avoir -x carré de ce côté-là. Et donc, x carré égale, si -x carré égale -1,5, x carré égale 1,5. ouais, d'accord. L'opération qu'on fait ici, on peut multiplier par -1 par exemple, ou diviser par -1, ça ne change rien. On fait juste que multiplier et changer les signes. Alors, si x carré égale 1,5, que vaut x? Un quart. Si c'était vrai, ce que tu viens de me dire, ça voudrait dire que si je mets un Non, quart non. au carré, j'obtiens 1,5. Non, c'est Non, c'est pas qu'est-ce ça. que... Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour passer de x carré à x? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire sauter le carré, entre guillemets? La racine. Ouais, exactement. D'accord. X carré, c'est racine de x carré. Et x, pardon, c'est racine de x carré. Et donc, si x carré, c'était 1,5, qu'est-ce que j'obtiens pour x?
Alors, ce qu'on avait vu, c'est x carré égale 1 demi. Donc, x, c'est racine de x carré, donc c'est aussi racine de... Je vais te le faire dans l'autre sens, parce que ça sera plus évident. Hop. On est là. Ce qu'on veut, c'est continuer et obtenir x. Donc, je fais racine de x carré, et donc à droite, je dois faire quoi? La racine de 1 demi. Tout simplement, ouais. Racine de 1 demi. Et donc ici, j'obtiens x égale racine de 1 demi. On n'oublie pas juste un truc, on l'a vu un petit peu vite fait la dernière fois. X carré égale quelque chose, si ce quelque chose est positif, il y a deux solutions. Ou x égale... C'est quoi la deuxième solution? Quand j'ai x carré égale 4, par exemple, x égale 2, ou x égale... Quelle autre valeur qui est mise au carré donne 4? On l'oublie tout le temps, celui-là, c'est normal. Moins 2. Ouais, point 2. Donc ici, on a soit x égale moins 1, racine de 1 demi, soit moins racine de 1 demi. Ouais? Ouais. Alors, je te ramène où est-ce qu'on était. On est en train de regarder la dérivée de la fonction qui nous donnait l'aire du rectangle conformé avec le dessin qu'on a vu au début. Là, on est en train de voir le point et on étudie cette chose-là sur 0, 2, d'accord, pour les valeurs de x entre 0 et 2. Donc, on va pouvoir éliminer ce terme-là parce qu'il ne nous intéresse pas. Si je trace un petit tableau, et on va finir sur ça, hein, x égale 0, 2, racine de 1 demi. Ça va? Ouais. Ici, on met la dérivée. A' de x. A' de x, c'est la fonction qui est ici. On a dit ce truc-là est toujours positif, donc le signe de A', c'est le signe de ce terme-là. Ce terme-là, on a dit, il est nul pour x égale racine de 1 demi. Donc la dérivée, elle va être nulle pour racine de 1 demi. Et qu'est-ce qu'elle est avant? Qu'est-ce qu'elle est après? Est-ce qu'elle est positive, négative, positive, enfin... La fonction, c'est cette fonction-là. Est-ce que ça... Avant et après, les deux? Ici, on a deux valeurs, hop, 0, 2, et là, on a racine de 1 demi. On sait que là, elle est nulle. Ah non, elle est décroissante puis croissante. Alors, ici, attention, on cherche le signe. Négatif puis positif. Pourquoi? Parce que c'est la bonne réponse. Non, c'est pas la bonne. Raté. Non, c'est pas la bonne. Bah, du coup, c'est l'inverse. Ouais, ça pourrait même être plus ou moins moins, ça. C'est plus. Non. Alors ici, deux choses. C'est pas plus non plus. 1 moins 2x carré. Alors, on reprend le truc tranquillement. Hop, ici, on a racine de 1 demi. Ce qu'on a vu, c'est que ça valait 0 en racine de 1 demi. Ça, on en est sûr. Ce que j'ai dit, c'est que les endroits où c'est pas 0, c'est soit positif, soit négatif. Ça veut dire que sur tout cet intervalle-là, c'est soit positif, soit négatif. Sur tout cet intervalle-là, c'est soit positif, soit négatif. Donc la façon qui marche tout le temps, c'est de prendre une valeur ici et de regarder quel est le signe ici. Prendre une valeur ici, regarder quel est le signe ici. Bon, racine de 1 demi, c'est plus petit que 1. Par exemple, si je prends 1 ici comme valeur, et que je calcule la valeur de cette fonction, combien ça vaut si x égale 1? Combien ça vaut 1 moins 2x carré pour x égale 1? Tu comprends ma question? Ça fait moins 1. Ouais, ça fait moins 1, exactement. Moins 1. Donc si je prends x égale 1, 1 c'est sur cet intervalle-là, je trouve une valeur négative. Qu'est-ce que je peux en déduire pour tout cet intervalle?
C'est positif. Pourquoi? Tu me dis si je prends x égale 1, c'est négatif. Non, c'est négatif. C'est négatif partout. J'ai pris une valeur ici, je m'aperçois que la fonction elle est négative. Comme elle ne change pas de signe sur tout cet intervalle, ça veut dire qu'elle est négative partout. Et là, entre 0 et ça, alors racine de 1,5, je ne sais pas trop combien ça fait. Donc si on prend une toute petite valeur, ouais, c'est pas très beau ça. Est-ce que je peux faire un truc simple là? Non, pas vraiment. Donc, si on prenait 0,1 par exemple, on aurait 1 moins 2 fois 0,1 au carré. 0,1 au carré, ça fait 0,01. Donc on aurait 1 moins 2 fois 0,01. Ça c'est positif ou négatif? Et positif. Ouais, c'est positif parce que ça, on enlève un truc qui est plus petit que 1. Bon, c'est positif. Donc là, on a le signe de ce terme-là. Comme celui-là, il est toujours positif, on a le signe de la dérivée qui est le même. Donc positif, négatif. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la croissance et la décroissance de la fonction a, donc de l'air qui nous intéresse? Si la dérivée est positive, enfin, là où la dérivée est positive, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction? On étudie le Elle est signe de la croissante. dérivée. Exactement, elle est croissante. Et à côté, Décroissante. décroissante. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Euh, La valeur qui est ici, ça va être un... Vas-y, redis-moi. Juste ça, ça bug. X. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, cette valeur-là? Comment on l'appelle? C'est On croît puis on décroît. Ça veut dire qu'en haut, on a atteint maximum. un maximum. Tout à fait. D'accord? Et c'est ça qu'on cherche. Hein. Ici, ça, c'est la fonction qui nous donne l'aire de notre rectangle. Et on atteint le maximum de l'aire pour x égale ce truc-là. Ouais? Bon, on le finira tranquillement, celui-là. Une autre façon juste de regarder ce truc-là, ici, ça c'est un polynôme de degré 2, donc sa fonction, quand je la dessine, c'est une parabole qui est soit qui fait la gueule, soit qui sourit. Ici, le coefficient devant x carré, il est négatif, donc elle fait cette gueule, elle fait cette tête-là, la fonction. Et juste avant, on a vu qu'il y avait deux valeurs pour lesquelles ça s'annulait, ici racine de 1,5 et moins racine de 1,5. Nous, on est en train de regarder sur ce morceau-là, donc là, elle est positive, là, elle est négative. On peut le retrouver comme ça. Mais la technique que je t'ai donnée là, elle marche tout le temps. Ok, c'est des exos complexes. Alors, je pensais attaquer celui convexité, concavité, mais on fera ça mercredi prochain, du coup, parce que tu as besoin de le faire, on a besoin de le voir avant le test. Essaie de reprendre ça tranquillement. Je vais te remettre les infos dans l'email. Il y a, comme je vais te le dire dans l'email, te le redire, mais il y a vraiment beaucoup de choses hein, dans ces exos. Il y a beaucoup d'infos. Donc, il faut être zen quand on regarde tout ça. Il faut essayer de reprendre ton cours tranquillement, être bien au courant de ton cours. Bosse bien tes dérivés, parce que c'est des endroits où tu peux prendre des points assez facilement en test, parce que c'est très mécanique les dérivés, donc une fois que tu as pigé le truc, tu répètes le mécanisme en permanence. Et ensuite, c'est les liens importants. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois, tu vois cette histoire de qu'on a revu au début là, le lien entre f' et f, ça c'est des choses qu'il faut absolument que tu connaisses. Quand tu connais ça, tu peux faire la majorité des exos, tu vois, tu peux aller graphiquement faire des choses, tu te rappelles que c'est la pente de la tangente, donc tu peux aussi le calculer. Il y a des points importants, c'est ceux sur lesquels j'appuie tout le temps, qui sont dans les emails en général aussi. Ceux-là, il faut que tu les connaisses bien. Une fois que tu as ça, tu n'as pas de gros soucis de calcul ou de choses comme ça. Tu vois, il faut y aller tranquille, il faut faire les choses. Prends l'habitude, par contre, d'essayer, c'est-à-dire de tout le temps être en train d'essayer de faire les choses et de vérifier si ce que tu as fait, c'est juste ou pas juste. Parce que tu connais les règles mathématiques quand même, la plupart en tout cas. Ce qui fait que tu peux vérifier si ce que tu racontes est OK ou pas. Et c'est ça que tu dois jouer. Et le jeu de gens qui réussissent bien en maths, c'est toujours ça. C'est pas de savoir avant tout où est-ce qu'on va, c'est d'essayer de vérifier ce qu'on est en train de faire, c'est juste ou pas juste, ou bien est-ce qu'on écrit une connerie, et dans ce cas-là, il faut revenir en arrière. Mais il faut que tu aies les idées de base, et la difficulté pour toi, c'est que tu as 2 ans d'espèce de trou en mathématiques, parce que les cours étaient affreux. Ça, c'est compliqué. Ça, il faut accepter que ça va être compliqué, mais ça fait partie du jeu. Une fois que tu as accepté ça,
tu peux juste prendre le temps de, voilà, on essaie, on comprend, essaie de comprendre à chaque fois, tu vois, quand je t'explique, pose-moi des questions si c'est pas clair, prends le temps de bien essayer de comprendre les choses. Mon job à moi, c'est de te filer les liens qu'on ne te donne pas habituellement en cours, pour que si tu t'appuies bien sur ce que je te dis, sur les bases que j'essaye de renforcer avec toi, tu vas pouvoir reconstruire tout le reste tranquillement et gagner et récupérer le temps que tu as perdu sur les années d'avant. Ça va? Ouais, Ok, c'est bon pour toi? On se voit mercredi prochain? ok. Ça marche. C'est bon pour toi? Pas de questions? Non, Ok, je te souhaite une bonne fin de semaine du coup, et puis merci, toi aussi. on se retrouve mercredi. Ciao! Salut.